Madame, Messieurs, Maison de l'Architecture, merci de m'accueillir avec autant de gentillesse. Je suis très touché par ça. Merci d'être là aussi. Et comme ça a été évoqué un peu avant moi, un vendredi soir. Donc voilà, on va faire un vendredi soir heureux, engagé, avec plein d'énergie. Et donc je vais commencer. Vous savez qui je suis, donc si ça tombe, c'est pas grave. En fait, le 18 janvier 2018, donc ça fait presque 4 ans maintenant, Dominique Gozin-Muller, qui est une architecte-auteur, Alain Bornarel, qui est un ingénieur, et moi-même, qui suis architecte et urbaniste, on en avait un peu marre. Ça faisait grosso modo les uns et les autres une trentaine d'années que l'on était engagés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-responsabilité. Et il y a 3 ans, on aurait pu le faire plus tôt, hein, mais il y a 3 ans, on ne pouvait plus ne rien faire, même si bien sûr nous agissions auparavant. Et nous voulions dire qu'il fallait arrêter ça, c'est-à-dire faire le deuil du modernisme. Vous savez, le modernisme, ça, on l'appelle aussi le machinisme. Et finalement, on a confié à la machine notre rapport à la nature. Il est absolument indispensable maintenant que nous remettions l'homme au cœur de son projet d'installation, au cœur de son projet d'établissement humain. Donc voilà, on demandait une frugalité, je définirai la frugalité tout à l'heure, en énergie, donc moins d'énergie, moins de matière, moins de technicité, moins de territoire occupé, de telle façon que finalement, l'impact de l'activité des bâtisseurs, j'aime aussi le mot bâtisseur, madame, parce que ça nous met tous ensemble dans la même histoire, puisque vous êtes un maître d'ouvrage, je suis un maître d'œuvre, nous travaillons ensemble, et cette notion de bâtisseur est très intéressante, si les aménageurs et les paysagistes acceptent d'être pris dans ce cercle-là. Donc on faisait cela avec en tête un propos qui vient du Club de Rome. Alors, le Club de Rome, en 68, a été le premier think tank qui a réfléchi sur l'état de la planète. Et ils ont demandé à des ingénieurs du MIT, de Cambridge, de faire un rapport sur l'état de la planète qui s'est appelé le rapport Meadows, The Limit to Growth, les limites de la croissance. Et dans le rapport Meadows, en 72, il disait il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur une terre finie sans dommages écologiques majeurs. En 97, bon, le Club de Rome fait des rapports à peu près tous les ans, mais en 97, c'est le premier rapport qui sort sur la question de l'architecture et de la construction. Il s'appelle Facteur 4. L'Europe a repris cette notion de Facteur 4, mais de façon très différente. L'Europe tient bien les tableurs, dit réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre sur la base de 1990 à l'horizon 2050, plus technocratique et moins sexy, on ne peut pas. Alors que le Club de Rome disait cette chose-là beaucoup plus intéressante, qui est 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre programme d'avenir? Si vous en avez un, dites-le moi et partageons-le. En tout cas, celui-là, c'est le seul qui me semble envisageable pour faire en sorte que nous fassions face à l'avenir. Pour ma part, ce 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources, je le résume en faire en mieux avec moins. C'est un livre qui vient d'être imprimé, il est dans les librairies la semaine prochaine, pour expliquer finalement qu'il est absolument possible et indispensable de faire mieux avec moins. Il nous faut nous désintoxiquer de la technologie, c'est ce que j'ai dit sur le modernisme, et sur des raisons même parfois banales, quoi. C'est Daniel Fauré, qui est un ingénieur de PACA, qui a créé Endurobat de Méditerranée, et donc qui a inventé la notion de bâtiment durable, francilien, méditerranéen et autres, dit à juste raison, en quelques années, le lot technique est passé de 15 à 25% du coût du chantier, et en même temps, on a vu la croissance des sinistres et des primes d'assurance. Mais oui, la technologie, elle tombe en panne, plus elle est compliquée, plus elle s'est tombée en panne. Et donc voilà, on va arrêter avec ça. Alors pourquoi est-ce que nous devions faire ça? Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? On connaît ça par cœur. Sauf que je vais vous le redire parce que c'est la base sur laquelle on l'a fait. Chaque décennie est plus chaude que la précédente. On vient de vivre ensemble les 20 années les plus chaudes de l'histoire de la planète, depuis les relevés de 1880, ensemble. Et je vous fiche mon billet que cette année-ci n'était pas mal non plus. La pollution de l'air tue plus que les guerres, les faim et les pandémies. 8,8 millions de morts par an. 4 000 milliards de dégâts en catastrophe naturelle. Le niveau des océans a monté de 17 cm au XXe siècle. Et la dernière prévision du GIEC qui dit que la montée des eaux, ça n'est pas un aléa.
on se dit plus ça va peut-être arriver ou ça va peut-être pas arriver. L'élévation de la température de plus 1,5 degré, ça n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Et la montée des eaux de 90 degrés, ça n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Les catastrophes naturelles, on le voit bien, elles n'en finissent pas d'être de plus en plus nombreuses et de plus en plus présentes, au plus proche de nous d'ailleurs. Hein. Et pourtant, ça brûle partout, Et en plus, on peut ajouter les canicules. Les canicules, c'est en dizaines de milliers de morts en France. Hein. C'est pas juste une blague, quoi. La pandémie, on ne va pas compter les morts ici, et la disparition des espèces, qui est, au même titre que nous, évidemment, une catastrophe. Alors, pourquoi parler d'état de la planète ? Eh bien, parce que le rôle des bâtisseurs est resté trop longtemps sous le radar de la critique environnementale, alors qu'il est majeur. Il a fallu attendre 2018 pour que l'ONU annonce que les émissions de gaz à effet de serre produites par le bâtiment représentent 40% au niveau mondial. Donc, chiffre ONU 2018. Vous ajoutez à ça le fait que, bon, si vous prenez l'avion, c'est entre 3 à 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Si vous travaillez avec le ciment, vous utilisez un matériau qui pollue entre 9 à 7%. Donc on peut faire des choix dans la vie. On peut continuer à critiquer l'avion et ne pas le prendre, mais je pense qu'il faut critiquer l'avion et en prendre moins. Mais on ne fait pas la même chose sur le ciment, quand même, alors qu'il faudrait absolument le faire. 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des déplacements. Donc voilà, moi je suis architecte et urbaniste, hein, et je fais de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas mis là, mais je vais vous le dire. Donc je fais de l'aménagement du territoire, ce qui fait que j'installe aussi l'agriculture. Donc entre le bâtiment 40%, les déplacements 20%, l'agriculture 28%, je suis responsable, je suis en charge. Nous avons, madame, nous les bâtisseurs, la responsabilité de 88% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on arrête de jouer. On arrête de continuer à faire comme ce qu'on faisait déjà au XXe siècle. Allez, une petite structure en béton, isolée par l'intérieur, avec des volets PVC, et puis la RT de 2012, 100%. Enfin, on arrête de jouer, quoi. Donc voilà, 60% des déchets globaux viennent du bâtiment, 70% en France, ça c'est au niveau mondial, 70% en France, 75% en Île-de-France. En 6 mois, toutes les ressources renouvelables ont disparu, et c'est sans doute là une des raisons que l'on ne donne pas si souvent que ça. Les guerres contemporaines sont liées à la maîtrise des ressources naturelles. Imaginez que toutes les architectures que nous avons, que la réhabilitation du monde que nous avons là, que Mulhouse, soit productrice, que tous les bâtiments soient producteurs d'énergie. On devait être en BPOS en 2020, vous vous souvenez de la loi Grenelle 1. Hein. Donc imaginez que nous soyons BPOS en 2020, là, maintenant. Ça veut dire que nous produisons l'énergie. Donc on dépend moins de Poutine, quoi. Donc on dépend moins de gens qui font des guerres pour maîtriser les ressources. Et si je peux juste ajouter une petite chose, vous connaissez tous la mésaventure de Lafarge face à Daesh qui donne de l'argent pour continuer à exploiter ces cimenteries. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas construit le monde au XXe siècle, on l'a bétonisé, quoi. Et donc il faut arrêter ça, il faut penser que ce n'est pas juste une maison que l'on fait pour des gens, ou un immeuble que l'on fait dans une ville, ou un quartier que l'on aménage. Ce que nous faisons a un impact mondial, c'est le penser global, agir local, c'est absolument une vérité qu'il faut garder en tête. Des chiffres noirs des bâtisseurs de l'Anthropocène, il y en a d'autres. Je ne vais pas vous les lire, c'est là. Je vais juste vous lire. Il y a une jeune architecte américaine qui a dit cette chose tellement juste. Je pollue la planète depuis des années. J'ai passé chaque jour de ma vie professionnelle à aider une industrie qui est responsable de près de 40% des émissions climatiques mondiales. Je ne travaille pas pour une compagnie pétrolière ou gazière. Je ne travaille pas pour une compagnie aérienne. Je suis architecte. Elle aurait pu dire je suis une bâtisseuse. Alors nous avons choisi frugalité. Nous avons choisi le mot frugalité et pas le mot sobriété, alors que bien sûr des amis, Pierre Rabhi, Cyril Dion, utilisent le mot sobriété. Nous avons choisi le mot frugalité parce que la frugalité c'est de frux, frugis, frugem, en latin ça veut dire le fruit. Et la frugalité c'est la récolte du fruit. Et quand la récolte est bonne, elle est fructueuse. Et en fait, cette suite fruit, frugal, récolte positive et fructueux, c'est un sens qui est un sens positif et qui est un sens de relation à la terre, puisqu'il s'agit des fruits de la terre. On n'a pas choisi sobriété parce que sobriété, c'est un acte de réduction de sa propre consommation. Et ce n'est pas forcément l'établissement d'une relation à la nature.
Et d'une certaine manière, il est assez normal de voir que l'État, quand l'État pense à réduire les consommations d'énergie, il parle plutôt de sobriété que de frugalité. Parce qu'effectivement, nous, notre rapport n'est pas un rapport simplement lié à la quantité de ce qui est produit, mais à beaucoup plus que ça, à un être au monde positif, heureux, lié à la planète. Alors, bien sûr, Pierre Rabhi, on l'estime et on l'honore, c'est de même que Cyril. Mais voilà, les choix ont été différents sur ça. Aujourd'hui, le manifeste pour une frugalité heureuse et créative est traduit en 9 langues. Il y a, on va dire, 6 langues germano-latines et 3 langues qui ne le sont pas. Et donc, dans les langues, enfin, en allemand, Frugalitat, en anglais, Frugality, etc., Frugalitat, Frugalita, Frugalité. Dans les langues germano-latines, c'est facile de traduire frugalité. Comment est-ce qu'on le fait en turc? Il y a un groupe, je vais revenir sur comment on le fait en turc, en chinois classique ou en vietnamien. Du coup, ils ont choisi des termes. Ils n'ont pas choisi le terme de sobriété, ou un terme proche de sobriété pour le dire dans les langues. Ils ont vraiment choisi cette notion de la relation aux fruits. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'on... Enfin, je vous le dirai tout à l'heure. Je ne sais plus lequel de ceux qui ont introduit cette soirée parlait de progrès. C'était peut-être vous, monsieur, qui... Et je ne peux pas ne pas vous lire cette phrase d'Edgar Morin, qui est l'intelligence même. Et en 1981, il écrit un livre pour sortir du XXe siècle, en 81. Il faut dire que depuis 72, et le Club de Rome et Stockholm, on savait qu'il fallait absolument sortir du XXe siècle. Et donc il écrit cette chose-là. Il ne s'agit pas de remplacer l'idée de progression par celle de régression, c'est-à-dire de substituer une simplification mutilante à une autre. Il s'agit au contraire de considérer en complexité l'idée de progrès. Pour cela, il faut détruire l'idée d'un progrès simple, assuré, irréversible, et considérer un progrès incertain dans sa nature, comportant du regret dans son principe même, un progrès aujourd'hui en crise à l'échelle de chaque société et bien sûr de la planète dans son ensemble. Merci, monsieur Morin. On l'a sans doute entendu, et en tout cas, les signataires du manifeste l'ont entendu. Aujourd'hui, nous sommes 13 000 signataires. C'est quand Stéphane Hessel a écrit « Indignez-vous », il a vendu ce livre en des millions d'exemplaires. Quand il a écrit « Engagez-vous », il a vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Eh bien, ceux qui signent le manifeste s'engagent. Ils ne sont pas juste en train de s'indigner en disant « c'est plus possible de faire comme ça ». Ils s'engagent et ils s'engagent vraiment. Ils s'engagent et ils s'engagent partout. Vous avez ici la carte des signataires répartis sur la totalité du territoire français, y compris dans les DOM et les TOM, et plus c'est sombre, plus il y a de signataires. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, et vous voyez que la Belgique est le pays qui a le plus signé avant l'Italie, en tout cas en Europe, et c'est vrai aussi dans le monde. Et aujourd'hui, il y a à la fois au Canada, mais aussi au Maroc, au Cambodge, au Vietnam, à Taïwan, en Turquie, en Algérie, en Italie, en Suisse, des groupes qui sont liés à la frugalité heureuse et créative et qui viennent apporter leur histoire à tout ça. Et quand je dis 13 000 signataires, c'est sans compter finalement ce que représente l'UNSFA, l'Union syndicale des architectes français, ou le syndicat d'architecture, ou le Conseil national de l'ordre, où tous ces personnes morales, comme on dit, ont signé et représentent eux aussi, finalement, un attachement à la frugalité heureuse et créative. Et si vous voulez voir la répartition, 4800 architectes, ça commence à faire une sacrée équipe, répartie sur tout le territoire, de gens qui partagent des idées, parce que le fond du mouvement, puisque le manifeste est vraiment devenu un mouvement, le fond c'est le partage. Et la réalité du mouvement, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe en Alsace ici, mais partout ailleurs, dans les échanges, dans les rencontres, dans un milieu qui était celui de l'architecture où tout était une histoire de compétition. Il fallait gagner le concours et battre son confrère, et puis peut-être avoir le meilleur projet chez le promoteur d'à côté. Ici, il n'y a plus rien de ça. Ici, on est dans le partage, dans les expériences qui marchent et qui ne marchent pas, et le fait qu'on avance tous ensemble vers une autre manière de faire architecture.
Alors voilà, on se rencontre, et quand on se rencontre, on réalise que c'est un mouvement féminin. Il y a plus de femmes que d'hommes au sein de la frugalité heureuse et créative. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers prix qu'on appelle les NAJAP, les nouveaux architectes. Il doit y avoir 3 femmes au milieu de 30 hommes, comme si le milieu n'était pas un milieu féminin. Donc ici, c'est une chance, c'est une joie pour nous d'avoir cette représentation féminine très forte, très active d'ailleurs. Et donc voilà les groupes qui existent aujourd'hui. Alors nous avons choisi de nous appeler des glaneurs, un peu bien sûr en hommage à Agnès Varda, mais pas uniquement. Parce que après 2 siècles dans lesquels, je ne vais pas vous dire que tout a été consommé, mais disons que la récolte a été sacrément faite et à la machine, quoi. Finalement, nous sommes dans une situation où il nous faut faire avec ce qui reste, avec ce qui est là, qui est là à la fois en termes physiques, de matière, mais aussi d'humanité, finalement. Quelle est l'humanité avec laquelle pour laquelle nous travaillons? Donc voilà, nous sommes des glaneurs, il y en a ici, et des glaneuses, et plus de glaneuses que de glaneuses. Alors quel travail nous faisons? Cet après-midi, Aude Géant, qui doit être par là, a présenté, merci Aude, a présenté un travail de cartographie nationale de toutes les ressources, à la fois humaines et physiques, liées à une pratique éco-responsable. Nous donnons aussi des conférences qui sont disponibles sur le site YouTube. L'année dernière, comme on n'a pas pu faire nos rencontres, on a décidé de faire une conférence toutes les semaines, de la fin septembre jusqu'à la mi-décembre, et ces conférences sont souvent très très émouvantes, de gens extrêmement engagés. Et quand nous ne faisons pas ça, nous prenons des positions. Par exemple, avant les dernières élections municipales, nous avons fait ce document qui est 3 objectifs, 15 engagements. Alors, préserver les sols comme notre terre, c'est juste un objectif, il faut commencer, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne privilégier la réhabilitation de l'existant avant d'engager toute construction neuve. Ça veut dire quoi? Avant tout projet, se demander, faut-il encore construire? Si la réponse est oui, on le fait, mais souvent il y a plein d'autres réponses pour ne pas le faire. Et puis, anticiper les dérèglements climatiques, faire de la transition écologique le vecteur des projets à toutes les échelles. Que toutes les décisions qui sont prises soient avec cet objectif-là en tête. Je dis, le rapport du GIEC dit que ça n'est pas une hypothèse, ça n'est plus une hypothèse. Il ne faut plus se dire que c'est demain. D'ailleurs, pour un texte que la frugalité heureuse et créative écrit en ce moment pour Cyril Dion, je suis revenu vers un texte de Gro Harlem Brundtland, celle qui a écrit le rapport sur le futur de la planète pour l'ONU en 87, qui s'appelle Our Common Future. Et Gro Harlem Brundtland disait dans ce texte, en fonction des émissions de gaz à effet de serre, il se passera en 2020 un dérèglement climatique avéré. Et elle parle toujours des générations futures. En fait, pour elle, 2020, c'était les générations futures. Donc il faut que nous, on arrête de parler des générations futures. C'est nous, les générations futures. Ce sont celles à qui on pensait en 87 pour faire quelque chose de différent. Donc voilà, il est important de s'en souvenir et de se dire, c'est nous, c'est sur nous que c'est arrivé aujourd'hui. Écrire et concrétiser les nouveaux récits territoriaux, voilà, écrire un nouveau projet de territoire sur la base d'un urbanisme et d'une agriculture éco-responsable. Il ne s'agit pas juste de faire un aménagement du territoire en ne parlant que d'urbanisme. On le voit bien, tous les désordres aujourd'hui météorologiques que l'on a sont liés au fait que les terrains n'ont pas été imperméabilisés par la construction. On sait bien que c'est le traitement des rivières pour avoir plus d'agriculture et le traitement de l'agriculture par des pesticides qui fait que l'eau aujourd'hui dévale à l'allure où elle est là. Donc il faut repenser l'aménagement du territoire complètement, quoi. Et c'est pas parce que nous sommes ici dans une ville et sans doute attachés à l'urbanisme que nous ne pouvons pas voir à quel point nous sommes absolument liés à la dimension agricole. Alors que fait autrement ce mouvement? Eh bien voilà, des livres pour montrer la qualité de l'architecture. Donc ici Dominique Gozin-Muller, qui est donc notre architecte auteur très prolifique et qui fait l'exposition que vous avez en ce moment visible ici, a été faite par elle. Donc voilà, l'architecture frugale, 20 exemples inspirants dans le Grand Est. Elle avait fait auparavant pour la Côte d'Azur. Et puis des expositions. Alors, je reviendrai sur celle-là. L'exposition qui est ici, elle était à Nancy auparavant, elle était à Stuttgart avant. Et la semaine dernière, j'étais à Bordeaux. J'étais à Bordeaux pour une exposition sur le manifeste de la frugalité heureuse et créative, donc une semaine aussi sur la frugalité heureuse et créative. Et à Bordeaux, il y a une autre raison. Bon, vous avez vu qu'il y a à peu près 0,1%, enfin 0,5% d'élus, donc ça, on voyait 0 dans le camembert, mais il y a des élus. Et Eric Piolle a été le premier à le signer quasiment, et puis
Bernard Blanc, qui est le maire adjoint chargé de l'urbanisme de Bordeaux, a mis en place, de façon partenariale avec tous les acteurs du bâtiment, le bâtiment frugal bordelais. Donc c'est une manière d'entrer dans la façon de construire la ville, de construire la ville sur la ville, de la réhabiliter, de mettre les enjeux de la frugalité au cœur de l'histoire. Et moi, je suis intervenu un soir, le précédent, il faisait la présentation du label bâtiment frugal bordelais. Et vous savez qui a présenté le bâtiment frugal bordelais? Le président de l'association des promoteurs de Nouvelle-Aquitaine. J'ai été le président du jury des pyramides d'argent cette année. Bon, les promoteurs, c'est pas tout à fait les gens pour qui je travaille, mais c'est juste l'histoire qui a fait ça. Et donc j'ai vu arriver les premiers projets qui étaient liés au label bâtiment frugal bordelais. Parce que tout ça ne se passe que par l'envie, quoi. Ça ne sert à rien de dire oh, tu vas faire ça, quoi. Il faut absolument que ça se passe dans l'envie. Et Bernard Blanc, qui a fait de la RSE depuis très longtemps et qui a géré des sociétés, c'est qu'il faut le faire avec les gens, pas contre les gens. Et donc la mise au point du label bâtiment frugal bordelais a été faite en discussion avec les promoteurs, avec les bailleurs sociaux, avec tout le monde, quoi. Y compris avec les élus, bien entendu. Et donc voilà, si vous voulez un exemple d'une façon de changer les choses au niveau d'une commune, vous en avez un très bel exemple ici. Annecy est en train de travailler à l'intégration de la frugalité dans son SCOT, etc., etc. Alors voilà, quand la frugalité arrive, il y a ceux qui en ont envie et puis il y a ceux qui disent c'est pas possible. L'avenir, ça ne peut pas être comme ça. Donc on voit bien, il y a des revues qui résistent. Les revues d'architecture comme Chronique d'architecture disent avec la frugalité, il est impossible de faire un geste architectural. Et puis, Architecture d'aujourd'hui fait un numéro spécial des mesures. Parce que nous, on est la mesure. Et ils disent, à l'ère de la frugalité économique et écologique, y a-t-il encore de la place pour la démesure? La démesure, Bigness, c'est Anne Coulas, c'est l'architecture, il faut faire waouh. Et en fait, la réalité de l'architecture, ça n'est pas ça. La réalité de l'architecture, c'est le quotidien de l'architecture. C'est pas avec des musées à Abu Dhabi qu'on va faire le quotidien de l'architecture et qu'on va répondre aux besoins du petit homme dans la situation difficile qui est celle-là, quoi. Les canicules, comment les métropoles gèrent l'effet d'îlot de chaleur, comment on gère aujourd'hui les déplacements de réfugiés climatiques au sein même de la France, qui se déplacent pour des canicules ou qui se déplacent pour la pandémie, qui se déplacent parce que l'eau monte sur les côtes, etc., etc. C'est ce travail-là qui est le travail réel de l'architecture. La frugalité s'attache à ça. Alors voilà, comme il disait qu'il était impossible de faire un geste architectural frugal, je me suis amusé à vous montrer des photos de mes confrères et qui sont de si bons architectes. Bella Stock, tous ceux qui sont là sont des signataires de la frugalité. Alors je suis navré pour ceux qui n'y sont pas et qui pourront peut-être considérer qu'ils pouvaient l'être, j'en suis persuadé, mais je ne pouvais pas les mettre tous. Donc Bella Stock, Studio Lada, Gilles Perrodin, Encore Heureux, Simon Tessou, Gilles Clément, parce que bien sûr il y a des paysagistes, Lipski Rollet, Coloco, Pascal Gontier, Patrick Bouchin, Les Saprofites, Julia Turpin et Clara Simet, Boris Boucher, Les Bâtisseuses, Laure Planchet, AA, qui nous a parlé d'ailleurs aujourd'hui, Wagon Landscaping, Yves Perret, Le Réunion, Co-architecture aussi à La Réunion. Donc vous voyez, c'est une belle architecture qui est produite, qui est inscrite dans des lieux et qui est élégamment dessinée. Et on sait depuis longtemps, en fait on sait depuis au moins 2012, mais on le savait avant, que l'architecture éco-responsable était belle. Il y a depuis 2012 le OFF du développement durable. Les résultats du OFF vont être donnés le mois qui vient. Attachez-vous à le regarder si vous voulez. Depuis 2012, c'est plus de 500 projets alternatifs qui sont présents et que l'on peut voir. Quoi. Et qui montrent que ce n'est pas une utopie de faire autrement. La preuve, c'est déjà fait. Donc on arrête. Quoi. On le fait, la preuve, on peut le faire. Et donc ça, c'était pour la France, mais regardez bien les signataires de la frugalité, quand même. Vous connaissez le collectif Albordé en Équateur? Regardez, c'est incroyable le travail qu'ils font. Anne Fenstra en Afghanistan, dans les hauts plateaux, absolument. Lucien et Simone Kroll, ça sans doute que vous connaissez, hein, et signataires évidemment. Sonam Wangchuk, qui change absolument les hauts plateaux du Ladakh. Mu Jun, un Chinois, ou Anna Heringer, qui est peut-être plus connu ici, mais qui est une des signataires. Quoi. Salma Samar Damlouji, qui est au Liban la grande spécialiste de la réhabilitation du patrimoine en terre. Salim Manaji au Maroc, qui est une jeune architecte qui fait un très très beau travail en pierre et en terre.
Gilles Debrun et Bernard Van Damme, qui sont des Bruxellois. Raoul Mehrotra en Inde, qui fait cette architecture avec des tours avant, vous voyez, mais qui, à côté de ça, est quand même un des chairman d'Harvard. Steve Kinsler, un architecte d'Afrique du Sud, qui fait un travail incroyable. Enfin, tous ces noms-là, il faut presque aller chercher après pour voir la qualité de l'œuvre qui est derrière, et une Belge qui travaille beaucoup dans le Sahel, qui est Odile van der Meren. Donc la frugalité, c'est pas juste un discours étymologique, hein. C'est pas juste une ambition et une envie de dire maintenant on arrête. La frugalité, elle est là, quoi. Elle a construit, elle fait une belle œuvre, vraiment, quoi. Alors bien sûr, il y a moins de porte-à-faux que les bâtiments en béton, et puis voilà, quoi. Est-ce que c'est bien grave? Bon, maintenant je vais vous montrer quelques projets de mon atelier, et puis on va se parler. Parce que, voilà. J'ai réalisé à Val-de-Reuil, pour un maire qui a signé la pétition, aussi le manifeste, un éco-village qui est l'éco-village des Noé. 98 logements sociaux, en accession, location, en réinsertion, une crèche municipale, enfin tout est passif, là. Cuisine municipale, halle publique, chaufferie urbaine au bois local, maison des jardiniers, maison, jardins familiaux, horticulture bio. Alors vous ne le voyez pas, mais il y a asinobus et poulailler. Je vous dirai ce que c'est qu'un asinobus après. On est sur un site inondable. On est dans la vallée de l'Eure, un affluent de la Seine. Quand la Seine déborde à Paris, ici c'est totalement débordé. Donc l'Eure qui passe ici, elle venait sur le site ici, et on a donc construit l'ensemble du projet sur la possibilité d'accueillir l'eau. Voilà, vous voyez la phrase qui est en haut, qui, moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai été ému. On parle toujours de la violence du fleuve, jamais de celle des berges qui les enserrent. Bertolt Brecht. Je pense que les élus qui ont des soucis avec les inondations, bien sûr, ils peuvent se demander ce qui s'est passé en amont, hein, et qu'est-ce qui a été mal fait dans les territoires, y compris agricoles. Mais il faut aussi bien regarder ces berges. Et que peut-être qu'il faut arrêter de regarder les berges pour leur violence, quoi, pour leur capacité à résister à l'eau, mais au contraire, faire en sorte que ces berges, finalement, acceptent ça. Voilà. Et donc, vous avez ici, sur la partie droite de l'image, les jours d'inondation. Tout a été fait pour que l'eau vienne, et une petite aqua alta en Normandie, ça fait pas mal non plus, quoi. En hiver, c'est assez beau de voir l'eau qui arrive, puisqu'on sait qu'elle n'est pas dangereuse. Et on sait que quand elle est partie, regardez le paysage qui reste. Regardez comme il est beau, quoi. Regardez les plantations qui arrivent et ce que ça signifie en termes de lieux pour jouer et pour se déplacer. Un vrai projet, c'est bien sûr, et on l'a vu pour ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, de la matière, hein, des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés, des matériaux locaux. C'est avec ça qu'on travaille. Mais la première matière de l'architecture, c'est le soleil. La première matière d'architecture. D'ailleurs, c'est la première matière c'est l'origine de la vie. Hein. L'eau et le soleil, c'est de ça que la vie est venue. Et donc, le premier matériau d'architecture, c'est la lumière naturelle, la chaleur naturelle et le vent. Et les vents sont aussi liés au mouvement solaire. Et donc, l'architecture telle qu'on l'a fait aujourd'hui, elle est forcément bioclimatique. C'est-à-dire que l'architecture que l'on fait aujourd'hui, elle est forcément liée à l'intégration dans sa conception des éléments de la nature. Et même de cette matière unique, puisque c'est une matière unique, chaleur, lumière, air, c'est la matière de l'architecture. Et ici, pour ces logements qui sont installés dans une situation qui est comme celle du hameau voisin, on met le dos au nord parce que les vents froids dans la vallée de la Seine viennent du nord. On se tourne vers le sud, tant mieux. Et on s'arrange pour avoir 2 heures de soleil au 21 décembre, pour avoir finalement un niveau passif sans énergie, sans difficulté, et même c'est plus que ça, puisque ces logements n'ont pas besoin de chauffage. Donc tous les logements sont traversants, avec des fenêtres dans les salles de bain, mais je reviendrai sur ça. Et finalement, c'est un univers assez doux qui arrive, où la lumière est omniprésente. Quand on sort, on ne marche pas sur de l'enrobé, mais sur du sable stabilisé. Les lieux de vie sont là, les voitures sont un peu en périphérie, et c'est aussi un urbanisme nourricier. Il y a à la fois une coopérative qui fait de l'horticulture bio pour de la réinsertion sociale, il y a des jardins familiaux, et il y a des ânes qui sont là. Et donc les ânes, c'est l'asinobus. En fait, le matin, pour aller à l'école, ce n'est pas un pédibus, ce sont les ânes qui portent les cartables des enfants. Et quand les ânes ne sont pas là, ce qui arrive, les parents n'ont pas intérêt à reprendre la voiture pour aller à l'école, parce que faire le chemin de l'âne pour les enfants, c'est aussi très joyeux. Et depuis peu, puisque
un quartier qui vit et qui est heureux de vivre, finalement amène des envies, y compris des envies autres. Ils ont installé ce poulailler collectif. On ne peut installer un poulailler que collectif, ou autrement on y attache complètement sa vie, quoi. Alors il a fallu faire tout ça, c'est mettre la voiture de côté, faire des logements entièrement passifs, organiser un rapport à la nature paisible, donc produire de la nourriture, amener du travail sur le site pour arriver à un bâtiment durable, à un projet durable. Vous savez, la durabilité, c'est l'équilibre entre l'empreinte écologique et la biocapacité. Si vous n'avez pas ça, votre projet ne sera jamais éco-responsable. Et donc ici, il faut tout ça pour arriver aux 2,9 équivalents hectares, alors que la France aujourd'hui a une empreinte de 5,3 équivalents hectares. Donc voilà, on pourrait se dire c'est bon, on sait faire. On pourrait se dire c'est bon, on sait faire, on n'a plus qu'à dormir. Sauf que la réalité du travail qui est à faire aujourd'hui, c'est pas celle-là. Donc on a commencé ce travail-là il y a plus de 11 ans, maintenant il est terminé. Et quand on l'a terminé, la qualité de vie des gens qui étaient là, c'est du logement social, était telle que les gens qui habitaient tout autour étaient dans des logements dévalorisés. Parce qu'en fait, quand les Gilets jaunes sont arrivés, il y a des journalistes qui aussi sont arrivés à cet endroit-là et qui sont allés demander aux gens comment ils vivaient. Et ils ont dit, ben moi, le chauffage, je ne l'utilise pas, j'en ai pas besoin. Et finalement, tout ça se savait à Val-de-Reuil. Donc le maître d'ouvrage, qui est propriétaire du hameau voisin, qui est un hameau de 100 maisons Phoenix, nous a demandé de réhabiliter les 100 maisons de telle manière que ce soit, on y retrouve la même qualité que dans l'éco-village. Et en fait, ça montre que les choses ont changé. Je fais juste une petite aparté, mais qui n'en est pas une tant que ça. On ne construit chaque année que 1% d'équivalent du bâti existant. Donc les 100 logements de l'éco-hameau des Noé est dans le 1% de l'équivalent du bâti existant. Dans ce 1%, quel est l'équivalent de ce qui a été fait à Val-de-Reuil? Quel est l'équivalent du projet qui a une empreinte écologique nulle? Hein, on est à peu près à 0,1% ou quelque chose comme ça, au bout du compte, quoi. Donc c'est pas avec le neuf que l'on va réduire les 40% d'émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. C'est sur les 99% qui restent que le travail se fait. Et donc quand le bailleur social nous demande de regarder des maisons Phoenix, on ne dit pas Burke, on le fait, quoi. Parce que la réalité est celui-là. Et donc les maisons, vous les avez ici, vous voyez dans le haut les éco-hameaux des Noé. Et donc le travail qui est fait là est un travail sur l'énergie, sur les espaces publics, de telle façon que finalement, il y a un retour en estime. La réhabilitation, pour moi, c'est pas un truc technique. C'est pas juste, allez, on va changer vos fenêtres, on va changer vos isolations. Il faut que l'on retrouve de l'amour pour le déjà-là dans lequel on vit. Et ça passe par simplement le fait que, justement, votre déjà-là gagne en qualité. Donc voilà quelques images qui accompagnent ce hameau de Maison Phoenix. Alors, d'autres exemples. J'ai vu que Mutabilis a travaillé à Mulhouse. Hein. Mutabilis, c'est un de mes plus vieux partenaires. Enfin, Juliette Badimètre a travaillé chez moi quand elle était presque encore étudiante. Et donc, les liens d'amitié sont restés très forts. Et donc, avec Mutabilis, nous venons de rendre le Champ des Bruyères, qui est en fait un parc public de 25 hectares dans Rouen Métropole. Et nous, donc nous les architectes, nous avons fait les bâtiments qui sont liés à ça, mais aussi en faisant la réhabilitation des bâtiments qui étaient sur place, puisqu'il y avait déjà des bâtiments techniques qui étaient sur place. Et donc tout ce que l'on a construit, nous, est en bois. Tout ce qui était réhabilité était en parpaing. On n'a rien cassé, on a juste réhabilité. Et au bout du compte, voilà, il y a un parc qui arrive, qui est un parc dans lequel il y a bien sûr des jeux, beaucoup de sports, de l'agriculture urbaine, de la permaculture, et des jardins familiaux, enfin bref, ce que l'on sait faire aujourd'hui. Et aussi, donc voilà, là vous avez tout en haut la ferme et sa serre, tout en bas les bâtiments d'activité et la porte d'entrée. Vous avez ici d'autres éléments, le petit magasin de la coopérative bio qui s'est installé là, en bas l'espace de travail dans la ferme, là où les femmes qui y travaillent emballent, et puis des toilettes sèches. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans les toilettes sèches de maintenant, on a l'impression de rentrer dans un palace. Hein. Ça ne ressemble plus à ce qu'on connaissait il y a encore quelques années.
Et donc voilà des jardins familiaux qui arrivent avec une maison qui est une réécriture, donc une maison en bois, en paille, couverte en chaume, peinte au noir de fanin. C'est une espèce de maison furtive, comme ça. Et si vous regardez ici, vous avez un gabion qui n'est pas rempli de terre, qui est rempli de bois. C'est les quelques arbres que l'on a dû débiter, on les a débités, on les a laissés sur le site, on les a taillés de telle manière qu'elles deviennent cette très longue clôture. Vous en avez une ici, mais il y en a aussi d'autres. Bon, on a planté des milliers d'arbres, vous pouvez y aller maintenant, il faut revenir dans 5-6 ans et ce sera absolument très changé. Il y a un secteur d'1 hectare qui est interdit à toute activité humaine. Donc c'est un secteur d'1 hectare que l'on protège complètement. Hein. C'est la réserve écologique. Vous voyez la récupération des eaux à tous les chéneaux de la halle. Et puisqu'on parle d'agriculture, ça c'est un autre type d'agriculture. Là on est dans le Béarn. On était en Normandie pour les 2 derniers projets, mais ici on est dans le Béarn. Et c'est un projet pour Chanel qui se met à cultiver en France les camélias, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et donc on a réhabilité cette ferme pour eux. Tous les bois, enfin, il n'y avait que du mérule partout quand on est arrivé, donc on a dû refaire absolument toute la structure, mais on a gardé et on a réhabilité évidemment tout ce qui est là. Phytoremédiation, gestion de toutes les eaux en surface, récupération des eaux, chaudière, bois, évidemment avec le bois de la propriété et de la ferme, ventilation naturelle, sans assistance, etc. etc. Et construction d'un ensemble qui est basé sur des équerres qui sont des équerres sud-ouest. En fait, tous les grands vents très très forts là où on est peuvent être très très violents sur l'ouest. Donc voilà, ça c'est le bâtiment agricole. Et à l'intérieur de l'espace habité, donc on a refait toutes les charpentes bien sûr, et on a dû refaire toutes les toitures. Et donc toutes les tuiles qui existaient, on les a gardées. Alors les tuiles que l'on ne pouvait pas utiliser, ben, on en a fait des gabions. Alors peut-être que le gabion c'est une solution pour nous, finalement, entre le bois et la tuile en empilée. Je vais vous montrer où il est. C'est celui-ci. Hop, je sais pas si, voilà. C'est le mur de gabion qui est ici, qui n'est pas un petit mur. Hein. Et puis celles qui étaient bien et qu'on pouvait scier, on les a sciées pour faire un mur acoustique. Donc on les a mises les unes sur les autres comme ça. C'est une très très jolie petite maçonnerie. Et puis autrement, dans ce bâtiment, il était construit en terre, mais d'une très très grande fragilité. Et en fait, quand on a commencé à le toucher, il était très très fragile. Donc on l'a gardé, on a mis des éléments qui nous permettaient d'éviter qu'il ne s'éventre. Donc d'où cette petite partie en béton que vous avez ici, hein, qui est une poutre en fait. Et après, bien sûr, tous les éléments de charpente viennent tenir aussi les murs latéraux. Et donc voilà, c'est ce petit morceau de mur en terre, on n'allait pas lui dire on ne veut plus te voir, on n'avait qu'une seule envie, c'était de le voir. Et donc voilà. Alors, quand il est question de frugalité, il est donc question de chaleur, de lumière et d'air. Donc les autres matériaux de l'architecture, avec le bois, la terre, enfin tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la paille et tout ça. Donc ici en haut, vous avez un projet que j'ai réalisé avec Alain Bornarel à Saint-Nazaire, qui est le seul projet français de ventilation naturelle assistée contrôlée. Les tourelles en toiture ont été faites par les chaudronniers de marine qui travaillent sur les paquebots. La ressource locale, c'est pas juste les matériaux, c'est aussi le savoir-faire des gens. Après avoir fait ce projet-là, donc c'est du logement collectif en accession et en location, enfin que je dis on parce que c'est toujours avec Alain Bornarel, on a fait cette maison qui était une ancienne écurie qu'on a transformée en logement, qu'avec des matériaux locaux, enfin tout vient à moins de 20 km. Et là, on ne met aucun système de chauffage et aucun système de ventilation mécanique. Rien. Évidemment, ça marche. Et donc, on décide de faire le coup d'aller plus loin dans le logement collectif. Alors, je vous dis, je le fais à Bordeaux. Hein, si je devais le faire à Mulhouse, je me reposerais les questions différemment. Mais donc, ici, dans un projet très collectif à Bordeaux, puisque la réhabilitation du monde déjà là, ce qu'il faut faire avec 99%, on va les faire avec les gens qui habitent ce monde-là quand même, hein, on ne va pas le faire sans eux. Hein. Donc voilà, c'est un projet que l'on fait avec les gens. Vous voyez la présentation de l'enfant, les tableaux flamands là. Donc on leur montre le projet, enfin, voilà. Mais tout se passe tellement bien qu'ils viennent défendre le projet à la mairie de Bordeaux le jour où on dépose le permis. Et ce travail extrêmement collaboratif, extrêmement lié aux gens qui sont là, et celui où on va le plus loin dans notre histoire de zéro technique. Et donc là, vous avez les plans de logement, donc, qui sont tous... C'est un dessin d'architecte, hein, un plan de logement. C'est pas un ingénieur qui vous dit il y a les normes plus techniques. Hein.
vous dessinez le plan qui permet ça. Donc c'est quoi un plan qui permet ça? Une fenêtre dans les WC, une fenêtre dans les salles de bain, une fenêtre dans les cuisines, une fenêtre dans toutes les pièces. Amusez-vous à faire ce travail-là, hein, plutôt que de mettre les WC et les salles de bain au milieu des voiles en béton. Et donc sur cette base-là, on a obtenu l'accord de l'État d'innover. Le PUCA va nous suivre, le CEREMA va instrumenter ça, et on va montrer que finalement il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des machines en permanence qui tombent en rade pour faire en sorte que ce soit agréable à vivre. Parce qu'agréable à vivre, hein, 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources, vous avez un exemple. Avoir une fenêtre dans votre WC, dans votre salle de bain, quand vous êtes dans du logement collectif, vous appelez pas ça du bien-être, quand même, hein, dans le logement neuf. Et c'est 2 fois moins de ressources, puisque vous n'utilisez pas de machine, vous n'avez pas des tubes dans tous les coins, et tout ça. Et la frugalité, c'est ça, quoi. Et on y arrive et on sait le faire. Ça, c'est un... Alors, je ne pourrais pas vous montrer grand-chose sur ça, mais c'est aussi une manière de montrer que la question de l'éco-responsabilité a changé d'échelle. Pendant longtemps, j'ai été attaché à des petits projets. Aujourd'hui, ça a changé parce que finalement, les maîtres d'ouvrage, les bâtisseurs ont aussi changé, y compris les privés. Et donc, le propriétaire du château Cantagrone, qui est un 3e cru de Margaux, est venu nous voir en nous disant « Qu'est-ce que vous n'avez pas encore innové que vous pensez que vous pourriez faire dans notre projet ?» La réponse est arrivée très vite, un projet sans 1 gramme de ciment Portland, et ça ne veut pas dire du ciment bas carbone, après, hein. C'est pas aussi simple que ça, la vie. Et l'autre, c'est une grande voûte en BTC, c'est-à-dire en briques de terre compressées, enfin, on dit aussi briques de terre crue, pour bien comprendre. Et donc, on le fait. On le fait, non pas comme la plupart de mes confrères le font, avec des objets qu'on pose dans la vigne, et on passe devant, on dit « Waouh, t'as vu le projet de Jean, enfin, de Jean ?» On en connaît plein, des gens, hein. Donc voilà, on s'est en fait inscrit dans le bâtiment existant et on a réhabilité le bâtiment existant, ce qui va nous donner cette structure en bois qui est évidemment la plus grande que j'ai jamais dessinée ni construite, et au milieu, cette voûte en BTC. En fait, la voûte en BTC, il faut aussi trouver l'entreprise qui accepte de faire un projet parfois hors norme. C'est pas aussi simple que ça. Les ressources et les cartes, c'est indispensable. Mais après, il y a un travail de confiance, de faire en sorte qu'on réussisse ensemble à se mettre en route sur un projet qui reste un enjeu. Et donc, ça ressemblera à ça une fois terminé, avec une halle des vendanges entièrement en bois, un mur en pisé, et donc c'est cet effet de toiture qui ne cache pas le château Tudor qui est juste derrière. Et je pense que c'est un des projets sur lesquels je vais m'arrêter, peut-être, comme ça me laisse du temps pour nous parler. Bon, ça c'est Paris. Paris, c'est pas que l'Haussmannien. Et donc là, c'est une façon d'illustrer le travail d'aujourd'hui, c'est la réhabilitation. Bon, nous, dans le mouvement de la frugalité heureuse et créative, on passe notre temps à lui dire, faut-il encore construire? Interrogez-vous sur ça. Mais Philippe Pelletier, qui est le président du bâtiment durable en France, le dit à sa manière. Les 50 dernières années, on a reconstruit la France. Les 50 années qui viennent, on va la réhabiliter. Et la réalité, elle est là. Je ne sais pas comment c'est chez vous à Mulhouse, mais nous, on reçoit régulièrement, venant de villes qui ont décidé de réhabiliter tout leur patrimoine scolaire des années 60-70, mais en vrac, quoi. Enfin, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes. On voit bien qu'on est arrivé à un cycle dans la vie des bâtiments et que l'on arrive au moment où ce cycle-là nécessite que l'on regarde la réhabilitation. Donc ici, en fait, dans cette partie-là, on voit le lycée Jean Carré, et le lycée Jean Carré devient la médiathèque James Baldwin du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés de Paris. Alors, quand on voit ce bâtiment-là et son petit voisin, là, en bas, bon, il n'y a pas si longtemps, on aurait dit, allez, on les détruit, quoi. Et puis personne ne se dirait, ah, comme c'est dommage. C'est terminé, ça. Hein. C'est terminé parce que détruire ça, c'est polluer, utiliser de la ressource, utiliser de l'énergie, perdre du temps, et ça coûte plus cher. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais regardez un rapport de l'ADEME, qui est un rapport du 20 décembre 2019, qui est une comparaison faite par l'ADEME entre la construction neuve et la réhabilitation. Le résultat est imparable sur le fait que la réhabilitation coûte moins cher, est plus rapide
et pollue moins, utilise moins d'énergie, etc. Tout l'inverse de la posture de l'ANRU. Donc voilà, ce bâtiment-là, qui est juste à côté de la place des Fêtes, on le reçoit. Et bien sûr, on va pas le détruire. Il a été industrialisé dans les années 60, très bien industrialisé. D'ailleurs, le béton, quand on le nettoie, il a une douceur incroyable. Il n'y a pas d'acier qui émerge et tout. Il est d'une beauté infinie. Donc, on va le garder, on va le montrer. Il est là. On ne va pas le détester. Ce n'est pas nous qui le coulons. Mais il est là et donc on va surtout l'utiliser. On déconstruit sélectivement, comme on dit maintenant. Donc on fait en sorte que tous les éléments de ce lycée se retrouvent triés et puis redistribués. Donc tout ça, c'est passé avec notre bureau d'études. Il y a une nouvelle mission dans les marchés publics qui est le diagnostic de réemploi. Donc cette mission, maintenant, elle existe, quoi. Donc c'est vraiment rentré dans la façon de faire aujourd'hui. Donc on fait ce travail-là et c'est réparti. Et les éléments que l'on déconstruit dans le bâtiment, on les garde sur le site. On les réutilise pour faire des dallages à l'extérieur, pour faire aussi des éléments concassés. On concasse à la fois le verre et le béton. Et donc, pourquoi est-ce que finalement on enlève le centre? Pourquoi est-ce qu'on enlève l'endroit où il y avait les escaliers? C'est que regardez bien ce bâtiment carré avec les mêmes façades sur les quatre côtés. Donc ça, c'est la grande bêtise des modernes. Mais c'est ce qui fait que nous, on est dans le souci aujourd'hui. Vous faites des bâtiments qui sont tous des bâtiments génériques, en béton, quatre façades pareilles, climatisées, vous avez des bombes à retardement, ça nous pète à la gueule en ce moment. Partout dans le monde. Et ces bâtiments-là se moquent de leur contexte, se moquent de leur climat, se moquent de la culture urbaine qui existait. À nous de les réintroduire finalement dans le monde qui est devenu le leur à long terme. Donc on l'ouvre, pourquoi? Pour que l'air, pour que la lumière et que la chaleur entrent dans ce bâtiment. Simplement. Et de fait, ce sera la première médiathèque de Paris à être en ventilation naturelle. Donc vous voyez ici les petits mouvements, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des petits mouvements. Donc le bâtiment se répartit comme ça entre les espaces médiathèques, les espaces pour les maisons des réfugiés, avec évidemment des choses mises en commun, puisque autrement ça ne marcherait pas. Il faut absolument mettre des choses en commun. Aujourd'hui, on va arrêter de construire quelque chose qui ne fonctionne que quelques heures et pas davantage. Et donc quand on ouvre les espaces intérieurs, pour des hauteurs nécessaires pour une qualité de vie et de lecture dans une médiathèque, qu'est-ce qu'on trouve? La radicalité absolument parfaite de la structure en béton industrialisée. C'est quasiment de l'architecture italienne, quoi. Donc voilà, on peut regarder ça et l'aimer, si on ne le coule pas. Si je le coulais, je le détesterais. Et puis, comme on aime bien Louis Kahn, et bien voilà, on vient faire des petites alcôves. On se souvient de la bibliothèque d'Exeter. On fait des petites alcôves ici, on peut lire. Mais chez Kahn, c'est une petite fenêtre qu'on peut ouvrir. Mais chez nous, c'est un élément qu'on peut ouvrir sur la totalité de la hauteur pour que l'air, finalement, arrive sur le corps au moment où vous êtes en train de lire. Et comme il y a des PSO qui passent devant, vous pouvez avoir la lumière qui passe, vous êtes dans l'ombre. Donc, voilà. 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de ressources. Et entre les deux bâtiments, on vient ajouter un lien pour que ça marche. Il faut bien qu'on mette quelque part les ascenseurs et les escaliers. Donc le lien, lui, il est entièrement fait en matériaux bio et géosourcés. Alors, la structure est en bois, la mantille est en bois, et au centre, et vous le verrez tout à l'heure, il y a un mur en terre coulée dont Mathieu Fuchs a parlé tout à l'heure dans sa présentation. Comme pour tous nos projets, le bois vient de la ressource locale. Donc ici, on est en Île-de-France. Donc ça a du chêne pédonculé. Ça m'est arrivé que 2 fois de construire en chêne, mais là j'ai le chêne comme ressource. Et donc ce sont que des toutes petites parties droites qui sont taillées pour que l'eau... Après, on peut rentrer là-dedans, mais c'est un autre sujet. Et donc voilà comment les espaces se rouvrent à nouveau. La médiathèque et maison des réfugiés existe. Le bâtiment existant, on l'isole par l'extérieur, avec de l'isolant biosourcé, et on met un enduit minéral, de telle manière de garder la minéralité du bâtiment existant. Il faut se souvenir que ce bâtiment était un bâtiment minéral, il le reste encore. L'isolant biosourcé à l'extérieur pour l'enduit, c'est un effort financier du maître d'ouvrage, mais il savait pourquoi il le faisait. Et donc voilà les éléments de la mantille. Et à l'intérieur, donc surtout de la hauteur, voilà, vous les voyez ici, tout ce qui est en gris un peu sombre, là, c'est de la terre coulée. Donc pour ce travail-là, je travaille avec Amaco, dont on a déjà parlé, mais
Amaco est à la fois l'association issue de Cratère, mais Amaco est aussi devenu maintenant devenu un maître d'œuvre, et ils sont maîtres d'œuvre pour la première fois avec nous pour le projet de Contact Brown que vous avez vu tout à l'heure. Et donc ici, c'est la terre du Grand Paris, une argile impeccable, mais vraiment tellement belle que on ne met pas de ciment ni de liant, ni ciment ni chaux dans cette terre coulée, juste un peu de l'herbe coupée à la main, et puis on a fait des tests d'armature avec des ganivelles. Et vous voyez, donc, donc ici la terre coulée ne sera pas porteuse, c'était trop haut, c'est un trop grand effort, on ne voulait pas finalement, on n'avait pas la possibilité à ce moment-là de le faire, mais on va le faire. Et puis puisque je suis chez vous, je vais terminer avec 2 projets alsaciens, parce que l'Alsace, à la fois vous m'invitez aujourd'hui, je lance ça au Nord, et puis l'Alsace, dans les 2 derniers mois, vient de m'offrir 2 projets que j'aime. Voilà. Et donc, je vais les montrer, mais ils ne sont pas terminés, mais en tout cas, voilà. Le groupe scolaire des Peupliers avec Jérémy Buhob, où est-ce qu'il est, Jérémy? Voilà, avec un de vos jeunes architectes de Mulhouse, Jérémy, là. Ah oui, en plus tu te caches, c'était avec ton masque, Jérémy. Et donc voilà, c'est un projet qui a une particularité qui est de vouloir le plus possible respecter le foncier, de ne pas s'étaler, de réduire la place du bâtiment, de telle manière finalement qu'il y ait encore des espaces extérieurs qui pourraient peut-être, mais je vais le montrer sur le plan master, devenir autre chose qu'une cour. Et pour le faire, on a mis la cour à l'étage. Et le fait de monter la cour à l'étage change tout finalement dans la relation de ce bâtiment à son contact. Donc ici, vous avez l'entrée, la partie haute est en bois et la partie basse est recouverte avec des briques déclassées. De l'autre côté, donc voilà, il y a toute cette partie-là je vais le dire autrement. À l'heure actuelle, on fait un projet scolaire à Angoulême, où on a un parc, la cité scolaire, un jardin, et les cours en longueur. Les cours sont très grandes. Et finalement, quand le temps scolaire est arrêté, les cours deviennent la continuité du parc public et du jardin. Et ça va être heureux. Alors, du coup, quand je vois ça, je me dis aussi que ça pourrait devenir un espace finalement public, et que l'on ferme quand les enfants sont là. En tout cas, c'est tout à fait envisageable. Et donc, vous le voyez là, c'est la partie qui est ici, la cour protégée qui est là, la cour à l'étage qui est à cet endroit-ci, et bien sûr l'ensemble du dispositif scolaire qui se retourne. Et je vais terminer sur un projet qui s'appelle le foyer pour l'enfance au quartier du Neuhof. On sait, c'est pas souvent, c'est la première fois, je peux vous dire, qu'on est amené à travailler sur une institution comme celle-là. Vous savez, c'est celle où on sépare les enfants, où les enfants séparés des parents sont accueillis. C'est mieux de le dire comme ça. Donc c'est, en fait, quand on a fait la visite là et qu'on a commencé à travailler, je n'avais qu'une seule chose en tête, c'est d'être tendre avec les enfants, bien sûr, mais aussi avec les éducateurs qui font un travail incroyable. Et donc, on a fait un projet de tendresse. Et alors, quand on se demande mais comment on peut faire un projet de tendresse en Alsace, je pourrais dire ça en Bretagne aussi. Hein, en tout cas, je vais vous dire en Alsace parce que c'est une typologie de l'architecture alsacienne que j'ai utilisée. Donc, vous avez des grands toits qui sont plutôt perchés en R+1, R+2, enfin, parfois un peu plus que R+2, mais ces grands toits, le toit, c'est la protection millénaire, c'est la protection archaïque. Être sous un toit, c'est être absolument protégé. On voit bien les oiseaux qui viennent protéger avec leurs ailes, toutes ces choses-là. Et donc, on a dessiné une architecture qui n'est que des grands toits. Et de telle façon qu'il y ait comme ça une présence de cette continuité. On espère qu'ils vont la ressentir bienveillante. Donc il y a une partie qui est réhabilitée, parce qu'il y avait des bâtiments à l'heure actuelle qui étaient, on va dire, en piteux état, donc on en garde la moitié. Ce que l'on déconstruit, on en garde les sous-bassements, puisque les sous-bassements vont nous servir à faire des puits climatiques. Parce que je ne vous ai pas dit ça, mais sur le chai de Condac-Braun, 15 degrés, on l'obtient sans climatisation. 15 degrés constant, zéro climatisation, c'est un puits climatique. Et ici aussi, on utilise le puits climatique pour préchauffer l'air, etc. Et donc, les fondations existantes, on les garde à la fois dans le paysage, mais aussi, ça va nous permettre de faire en sorte que l'on installe aisément le puits climatique.
Et donc après la douceur, la douceur, elle est dans les espaces. Donc l'espace d'accueil des familles, enfin de tous là-haut, a cette qualité à la fois de chaleur des matériaux. Ici, tout est en bois et en terre. Et puis l'autre espace d'à côté reprend ces formes de courbes. Et les unités de vie des enfants, c'est ça. Ça, c'est l'espace de vie de jour, parce que bien sûr les chambres sont à côté, sont avec des espaces plus petits. Et ici, donc, on a installé le fait de pouvoir vivre sous cette toiture. Alors il y a des petites choses comme ça qu'on aime bien, nous. Vous voyez cette petite gamine, sur quoi elle est, pour être à la hauteur de l'évier, là. Elle peut tirer son petit tiroir en dessous, enfin, etc. etc. Bon, bref. Et ça ressemble à ça. Donc en fait, quand on arrive dans un univers où ce qui est réhabilité reprend l'écriture de ce qui est nouveau, mais toute la partie technique est réhabilitée, enfin, c'est toute cette partie-là qui est entièrement réhabilitée. On réemploie des éléments de déconstruction, y compris les fermettes. Ça, c'est une cour, voilà. Et ça, c'est le grand espace qui va être partagé. Et bon, on sait bien que les enfants sont là dans le drame, mais on espère qu'ils vont aimer y rester un peu. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à l'Alsace et à vous.